1, 2, 1, 2. Ok. Bon, alors, je vais pas m'applaudir de manière stupide, hein. On va juste synchroniser les caméras. Bon, je le refais. Non, 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 applaudissez pas, vous. Non, non. Non, 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 non. Non, non, applaudissez pas, parce que sinon on va pas s'en sortir. Ça tournait chez tout le monde, hein. On est bon, ok, bon. Ok, c'est parti, donc bienvenue dans ce nouvel épisode d'AstronoGeek. Donc n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et tout ça. Oui, parce que l'algorithme de... Non, on va pas la faire, c'est pas bon. Donc... Il est où le titre putaclic? Attends, le titre putaclic va arriver, donc... Je précise quand même, au cas où il y en a parmi vous qui ne le sauraient pas, mais c'est surtout ceux qui vont regarder la vidéo, on est au Geek Ferries, parce que oui, c'est filmé, vous avez vu, je remercie toute l'équipe des Geek Ferries qui s'est pliée en 4 pour qu'on puisse filmer ce truc dans de bonnes conditions. Donc on a 1, 2, 3, 4, non, 3, 4 caméras, on a quelqu'un au son, enfin c'est nickel. Donc en espérant que les rushs derrière soient bons, ça donnera une vidéo. Donc s'il y en a un parmi vous qui s'est mis en maladie pour venir au Geek Ferries et qui veut pas que son patron le voie, il a encore temps de se foutre au fond de la salle. Personne ne bouge, ok, c'est parfait. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire putaclic et le titre de la vidéo, ce sera ça. Et vous savez ce que c'est le pire, c'est que c'est vrai, hein, c'est pas une connerie. Je vous parle d'un temps que les moins de 70 000 ans ne peuvent pas connaître, où il y avait une deuxième étoile dans le système solaire. Mais forcément, si je vous dis ça, vous voyez ça. Sauf que, non. Bien entendu. Et donc, cette intro étant faite, voilà. Bon, alors maintenant, ah oui, j'ai oublié un petit truc. On va quand même, vu qu'on est dans un épisode AstronoGeek, on va se mettre un petit peu dans l'ambiance. Voilà. Alors, d'abord, on va parler de ce petit jouet-là, qui s'appelle le... Oui, j'ai des anti-sèches, hein, parce que j'ai pas mon prompteur, alors on va tricher un peu. Donc ça s'appelle le Wide Field Infrared Survey Explorer. Non, à coucher dehors comme d'habitude, mais c'est fait exprès parce qu'il leur donne toujours un nom compliqué avec un bel acronyme, parce qu'en fait l'acronyme c'est le télescope WISE. Alors dans ma mémoire il a été lancé en 2009, c'est à checker à la limite pour ceux qui s'ennuient, mais je crois bien qu'il a été lancé en 2009 et donc il étudie le ciel dans les infrarouges. Et si je vous parle du télescope WISE, c'est pas pour trop m'attarder dessus, mais c'est surtout pour parler d'une de ses observations. C'est l'étoile WISE J07 2003.20.-08 4651.2. Voilà. Forcément, cette étoile, si on va en parler, c'est parce qu'elle est un petit peu particulière, hein, j'ai pas pris une étoile random. Et forcément, comme elle est particulière, des tas de gens s'y sont intéressés. Et vous imaginez bien que les chercheurs entre eux, c'était pas « Ah, en fait, tu sais, à propos de WISE J07 2003.20-08 46 51.2 non, forcément, quand on étudie beaucoup un sujet particulier, on lui donne un petit nom. Et en l'occurrence, cette étoile, on l'a appelée l'étoile de Scholz. Scholz, du nom... Attendez, je regarde si je vais pas trop vite sur mes anti-sèches. Ouais, on est bon. Donc, l'étoile de Scholz qui n'a pas été découverte par Monsieur Scholz, mais qui a été étudiée par lui, c'est lui qui a fait tous les trucs dont on va parler maintenant. Il n'a pas une bonne gueule, ce mec. Sérieusement, on n'a pas envie de lui payer une binouse. Hein? Bon, bref, donc ce monsieur, c'est donc un astronome de l'observatoire de Potsdam en Allemagne, et en 2013, il a étudié cette étoile qui, dans les recherches, avait des caractéristiques un petit peu particulières, donc il s'est penché sur la question, et on a découvert quelques petites choses intéressantes. Donc cette étoile, elle se trouve dans la constellation de la Licorne, ça s'invente pas, hein. On peut la voir chez nous, si vous regardez un petit peu le schéma, on a Orion qui est ici, on la voit très bien en hiver, donc la Licorne est dans l'hémisphère sud, l'hémisphère céleste sud.
mais comme on est à 45 degrés de latitude nord, on voit la moitié de l'hémisphère sud dans l'hémisphère nord. Je vais essayer de ne pas vous perdre. En gros, c'est dans l'hémisphère sud céleste, mais on la voit chez nous. Et donc, dans la constellation de la Licorne, l'étoile se trouve là quelque part. Alors évidemment, on ne la voit pas sur ce schéma, parce que si vous regardez en bas la légende, je ne sais pas si vous la voyez au fond, mais en gros, je vous le dis, là-dessus sont représentées toutes les étoiles qui vont de la magnitude -1 à la magnitude 6. Alors je vais juste faire une petite parenthèse sur la magnitude, c'est la brillance des étoiles. Plus l'étoile est brillante, plus sa magnitude est faible. Les étoiles représentées là-dessus vont de -1 à 6, et il se trouve que si ça s'arrête à 6, c'est parce que à l'œil, même sous un très bon ciel, la magnitude de 6, c'est la magnitude minimum des étoiles que vous pouvez voir. En gros. Une étoile moins lumineuse qu'une magnitude de 6, même avec de bons yeux, vous ne la verrez pas. Vous allez voir, ça a son importance après. On ne la voit pas, pourquoi? Parce qu'elle a une magnitude, elle, de 18,3. Pour vous dire, aux jumelles, on voit jusqu'à la magnitude 10 à peu près. Pluton, de mémoire, c'est 14. Là, on est à 18,3 pour cette étoile. Autant dire qu'il faut se lever tôt pour la voir. Et avoir un bon télescope du style WISE. Bon, alors, si je précise ça, c'est parce que de base, on se dit, ouais, c'est une petite étoile de merde, on n'en a rien à foutre. Non, en fait, c'est une étoile qui est très intéressante et on s'en est rendu compte en étudiant son spectre. Première chose qu'on a vue en étudiant son spectre, c'est que c'est une naine rouge. Alors, je ne sais pas si vous savez comment ça marche les analyses spectrales, mais en fonction de la composition des étoiles, il y a ce qu'on appelle des raies d'absorption dans son spectre. Et en fonction de ça, on peut déterminer sa composition et sa température de surface. Et de ça, on peut déterminer que c'est une naine rouge. En fonction de sa température et de sa composition, on a aussi pu déterminer qu'elle fait à peu près 85 fois, à quelques unités près, 85 fois la masse de Jupiter. C'est beaucoup comme ça, mais pour une étoile, c'est pas énorme en fait. C'est juste assez pour démarrer des réactions thermonucléaires et devenir une étoile du coup. Mais c'est une étoile pas très chaude. Comme elle n'est pas très chaude, elle crame pas ses réserves trop vite. Et on estime son âge à entre 3 et 10 milliards d'années. Ce qui est une fourchette assez large, on est d'accord. C'est comme si je vous dis, il est où le Leclerc le plus proche? Ah bah c'est entre ici et Strasbourg, quelque part. Voilà. Donc c'est vrai que ça reste une marge très grande, mais on ne sait quand même pas grand-chose sur cette étoile. On n'a que son spectre, finalement, pour l'analyser. On a découvert autre chose de très intéressant dans son spectre, c'est qu'il varie. Il varie en intensité, enfin, sa luminosité varie en intensité, et son spectre varie dans sa composition. Donc régulièrement, cette étoile, elle change de composition. Non, bien entendu, non, c'est pas possible. Mais par contre, ça veut juste dire qu'elle a un satellite qui lui tourne autour, c'est en fait une étoile double. Alors quand je dis une étoile double, pas tout à fait, parce que la deuxième étoile, qui fait à peu près 60 fois la masse de Jupiter, bah elle est pas assez lourde pour s'être allumée. C'est ce qu'on appelle une naine brune. C'est représenté là, c'est une vue d'artiste, donc c'est pas comme ça, hein, mais grosso merdo, c'est à ça que ça ressemble. En termes de distance, c'est pas du tout vrai. Alors je sais pas si vous voyez bien, surtout au fond, parce qu'il fait encore un peu clair. Donc là, on a l'étoile de Scholz et puis son compagnon à côté, la soi-disant naine brune. On a déterminé donc que cette naine brune avait environ 60 fois la masse de Jupiter, ce qui ne lui permet pas de s'allumer, mais je crois que ça je l'ai dit, ouais, ok. Et a priori, elles orbiteraient, vu leur période, à 0,8 unités astronomiques l'une de l'autre. En gros, c'est 0,8 fois la distance Terre-Soleil. On va dire, c'est un peu fort la musique, je vais baisser, parce que sinon dans les commentaires on va me dire « Oh, on t'entend pas, la musique elle est trop forte. » Voilà. Encore. Voilà. Donc, ça leur donne une petite particularité quand même, parce que comme elles ont une masse quand même presque similaire, elles orbitent l'une autour de l'autre. Il n'y en a pas une qui orbite autour de l'autre, c'est les deux qui se tournent autour. Donc si tu peux juste m'envoyer le schéma suivant, voilà. Ça donne un truc un peu comme ça. Et en fait, elles orbitent autour de ce qu'on appelle leur barycentre. Et ce qui est marrant, c'est que ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans le système solaire. Le barycentre du système solaire se trouve quelque part à la surface du Soleil. Donc, tout le système solaire, toutes les planètes tournent autour du Soleil, et le Soleil, d'une certaine manière, tourne autour du système solaire. Autour d'un point qui se trouve à sa surface. Donc le Soleil, il fait ça.
moi je trouve ça assez marrant. Donc pour vous donner un autre schéma, si tu peux m'envoyer le suivant, ça c'est par exemple ce qui se passe avec la Terre et la Lune, parce que la Lune aussi, la Terre orbite d'une certaine manière autour de la Lune, elles tournent toutes les deux autour de leur barycentre, et ça donne quelque chose comme ça. Ça c'est aussi ce qu'on va retrouver par exemple avec le couple Pluton-Charon. Comme elles ont aussi des masses assez similaires, elles se tournent comme ça autour. Et on observe parfois, mais ce n'est pas le cas pour l'étoile de Scholz, on observe parfois un cas assez sympathique quand les deux objets ont des orbites très elliptiques. Ça donne quelque chose d'assez esthétique qui donne ça. Et moi je trouve ça marrant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler, même si c'est hors sujet. Voilà. Donc ça, c'était pour l'histoire des barycentres, pour vous expliquer comment elles se tournent autour. Et donc ces deux étoiles ensemble font à peu près 15% de la masse du Soleil. Donc ça reste rikiki. Hein. Maintenant, on va faire une petite expérience. Alors, c'est les travaux pratiques, là. Donc vous allez tous tendre votre pouce comme ça devant vous. Voilà, merci. Alors ça symbolise pas du tout le pouce bleu que les gens qui regardent la vidéo vont me mettre. Même si éventuellement... Moi je dis ça, bon. Alors, il faut garder les deux yeux ouverts par contre, parce que j'en vois déjà là. Mais non, il faut garder les deux yeux ouverts. Si vous pointez votre pouce comme ça devant vous, que vous me regardez moi, vous pouvez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'on a tous l'air très ridicules. Non, sérieusement, si vous me regardez moi, vous voyez 2 pouces. Et si vous regardez votre pouce, vous voyez 2 mois. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de parallaxe. D'accord ? C'est ce qui permet à votre cerveau d'apprécier la profondeur des choses. C'est la différence de perception de vos deux yeux qui permet à votre cerveau de reconstituer une image en 3D. Et alors, les astronomes, ils se sont dit « Hey, on n'a qu'à faire pareil pour voir l'univers en 3D ». Donc ce qu'ils ont fait, ils ont pris une photo, alors pas une, hein, mais on résume, ils ont fait une photo du ciel à une date donnée, ils ont attendu que la Terre fasse la moitié de son orbite autour du Soleil, et ils ont pris la même photo. Et du coup, on a deux yeux espacés de 300 millions de kilomètres. Et ça permet d'apprécier, d'une certaine manière, la profondeur de l'espace qui nous entoure. Alors forcément, pour les objets très très lointains, ça laisse quelques approximations, notamment pour l'étoile de Scholz, elle est à une distance qu'on estime entre 17 et 21 années-lumière. Ça laisse un peu de marge, mais ça nous permet quand même de dire que c'est une étoile qui est relativement proche. Et donc, tu peux me balancer la suite s'il te plaît ? Et donc, ça permet de déterminer la distance des différentes étoiles, grosso merdo, hein, et d'établir une carte du ciel en 3D. Et maintenant, on a un problème. Il y a de ça, c'était quand ? C'était en 1700 qu'il a vécu Halley. Donc Halley, il n'a pas uniquement étudié la comète qui porte son nom, c'était un astronome qui a étudié plein de trucs, et il s'est rendu compte en 1718 qu'entre ses observations du ciel et celles de Ptolémée au IIe siècle, il y avait des écarts de malade. Mais il était en même temps tout à fait sûr que Ptolémée s'était pas gouré dans ses mesures. Il a comparé avec celle de Tycho Brahe, je crois 2 siècles avant lui, et il y avait des écarts aussi, dans le même sens, mais plus faibles. Ah ben lui, ce qu'il en a déduit, à raison, hein, c'est que les étoiles se déplacent dans le ciel. Et entre-temps, on a fait des mesures beaucoup plus précises, et ça, c'est une estimation du mouvement des étoiles dans la constellation d'Orion sur 450 000 ans. Donc, c'est long. À l'échelle d'une vie, ça ne représente pas grand-chose, mais sur la durée, en fait, ça fuse dans tous les sens. Et en mesurant le déplacement de l'étoile de Scholz, on a un problème. Parce qu'elle est tout près. Et pareil, une autre expérience de pensée, vous voyez une bagnole, vous êtes dans la rue, il y a une bagnole qui passe devant vous à 50 à l'heure. Elle se déplace comme ça dans votre champ de vision. Vous prenez la même bagnole qui roule sur une route au lointain, elle a un mouvement apparent qui est très lent. Donc les étoiles lointaines, on s'attend à ce qu'elles ne bougent pas très vite. Les étoiles très proches, on s'attend à ce que... Bon. Et l'étoile de Scholz, elle ne bouge pas. Alors qu'elle est juste à côté. Enfin, elle ne bouge pas... Dans, comment on dit comme ça ? Hein ? Péremptoire, ouais, c'est ça. Bon, j'ai le mot qui m'échappe là, mais à la limite on s'en branle, vous avez compris ce que je voulais dire. Par contre, on a analysé, en analysant son spectre, on a quand même tout de suite observé un décalage vers le rouge. Et alors, je vais reprendre l'exemple de ma bagnole, parce que si elle passe devant vous en vous klaxonnant,
On sait tous ce que ça fait, hein. Quand on est à bord de la bagnole, le klaxon a toujours le même son, mais quand on se fait klaxonner par un bahut, ça fait... Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Le son, quand il s'approche de vous, les ondes sont compressées par le mouvement du camion, le son est plus aigu. Quand il s'éloigne, le son est plus grave. Et bien avec la lumière, ça fait pareil. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, et en analysant le spectre de l'étoile, on a été capable de déterminer qu'elle s'éloignait de nous, dans notre direction, mais dans le sens opposé, à la vitesse de 83 km/s. C'est pas mal. Et ça nous permet donc de dire... Alors, non, je vais trop vite là. Oui, parce que d'abord, avant de le dire, on a fait des simulations informatiques. Donc, alors, vu les écarts dans les mesures, enfin les incertitudes dans les mesures sur la masse exacte de l'étoile, sur sa distance exacte, sur sa trajectoire exacte, etc., on a fait plus de 10 000 simulations des différentes possibilités avec les différents écarts de mesure et tout. Et dans 98% des cas, on arrive quand même à la conclusion qu'il y a 70 000 ans, elle est passée dans le système solaire. Et attendez voir que je dise pas de conneries pour la suite. Hein. Elle est passée dans le système solaire, c'est ça, et c'est là que tu peux m'envoyer la diapo suivante. Et donc forcément, quand ce truc a été relayé, on en a parlé dans la presse, et donc pour analyser les articles de presse, il y a une chaîne YouTube que je vous recommande, c'est la chaîne, c'est Hacking Social, hein, que ça s'appelle, c'est ça. Et donc je vais demander à Gull de venir avec moi sur scène, et maintenant on va parler un petit peu de l'analyse qui a été faite dans les médias. Bonsoir. Oui, je suis très heureux d'être ici et je dois parler de quel média alors? Celui-là? De 20 minutes. Ouais. Non. Alors, merci pour lui. Alors, évidemment, je ne sais pas si vous lisez au fond, mais évidemment, quand on vous sort une info comme ça, on a droit à l'étoile qui a frôlé le système solaire. Alors, frôler. Est-ce que quelqu'un peut me chercher sur Wikipédia la définition de frôler éventuellement? Bon, je pense que vous la connaissez tous. Alors, frôler, pour eux, c'est combien? C'est 52 000 unités astronomiques. Alors, l'unité astronomique. Une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. 150 millions de kilomètres. Si je prends la distance Soleil-Pluton, on est toujours 1000 fois plus loin. Ça va. Pour vous situer, pour vous donner peut-être un ordre de grandeur qui vous parle le plus, ça fait 0,8 années-lumière. Donc on a le Soleil, on a... Putain, si je le fais comme ça, j'ai plus le micro. On a Proxima du Centaure. Bah, elle est passée là quelque part. Ouais, ça va. Voilà, bon. Alors, on va relativiser d'autant plus que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Alors, du coup, je sais pas qui va me cadrer, on va dire cette caméra-là. Donc, je mets l'affiche là dans le coin. D'accord, voilà. Donc, j'ai parlé dans une précédente vidéo, et de mémoire, c'était sur la planète X, Nibiru et tout ça. J'ai expliqué qu'il y a des planètes qui se promènent, qu'il y a des étoiles qui se promènent, et on en découvre énormément en ce moment, notamment les planètes orphelines. C'est des planètes qui, à la formation de leur système solaire, avaient une orbite instable et qui ont été éjectées dans le vide spatial. Et donc, on sait qu'il y a des trucs comme ça qui traînent partout. Et on en découvre tellement qu'aujourd'hui, on estime qu'à moins de 100 années-lumière de la Terre, non, à moins de 20 années-lumière de la Terre, il y a une centaine d'étoiles. Hein, donc Proxima du Centaure, c'est 4 années-lumière. Vous multipliez ça par 5, il y a une centaine d'étoiles dans notre voisinage proche. On estime que ce genre de frôlement arrive tous les 100 millions d'années. Donc, on va juste relativiser un petit peu avec les titres putaclic. Voilà, c'est comme les astéroïdes tueurs qui frôlent la Terre tous les 2 mois. Voilà. Bon. Ensuite, tu peux me passer la suivante s'il te plaît, merci. Alors ensuite, ça, je vous en ai déjà parlé aussi, ceux qui ont regardé des vidéos, vous avez déjà vu cette image, c'est le nuage d'Oort, une représentation du nuage d'Oort, et évidemment, ça n'est pas comme ça. Pourquoi je vous parle du nuage d'Oort? Parce que c'est un nuage qui contient des cailloux et surtout des poussières, hein, quand même, qui orbitent autour du Soleil, mais de manière très lointaine, et il faut bien se dire que c'est pas un nuage très dense.
Entre deux poussières dans le nuage de Oort, il y a plusieurs millions de kilomètres. Ça va. Et alors pourquoi je parlais du nuage de Oort déjà? Ah oui, c'est parce que la partie la plus dense du nuage de Oort, qu'on considère en général comme la frontière un peu du système solaire, se trouve à 20 000 unités astronomiques. La partie la plus dense du nuage, c'est de là que viennent la plupart des comètes. 20 000. L'étoile, 52 000. Elle a frôlé le Soleil. Voilà. Oui, alors aussi le nuage de Oort, bon, il ne s'arrête pas à 20 000 années-lumière. On pense que, donc après il est beaucoup plus ténu, hein, mais on pense qu'il irait jusqu'à 1,5 années-lumière. En fait, on pense aujourd'hui qu'il toucherait le nuage de Oort, ou l'équivalent du nuage de Oort, on l'appellera comme on veut, de Proxima du Centaure, et on pense même qu'en fait, entre les étoiles qui ont un petit peu fait le ménage autour d'elles, bah, dans l'espace interstellaire, il y a toujours un peu de bordel avec des poussières, des trucs comme ça, donc finalement le nuage de Oort, ça serait un truc vide avec l'étoile au milieu, et ça se poursuivrait plus loin. Donc pourquoi je dis ça? Parce que pareil, il faut pas que je dise ça, que je fasse cette transition, parce qu'on va en parler après. Donc tu peux juste m'envoyer la... Voilà. Alors, elle est passée loin, mais alors Science et Avenir, c'est une revue à laquelle j'étais abonné il y a encore pas si longtemps, mais des fois je vois des trucs comme ça et ça m'emmerde un peu. Parce que, je ne sais pas si vous voyez l'image, vas-y, on voit, voilà. Ils ont illustré ça comme ça, avec un homme de Cro-Magnon qui voit une mystérieuse étoile rouge dans le ciel. Il y a même des gens qui ont dit, ouais, mais si ça se trouve, cette étoile a donné naissance à des religions, etc., primitives, parce qu'ils voyaient un truc dans le ciel nocturne, etc. Non. L'étoile de Scholz, je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, elle a une magnitude de 18,3. Je vous ai dit aussi que sous un ciel parfait, la magnitude maximale, la magnitude maximale d'un objet observable, c'est 6. À son point le plus proche du Soleil, l'étoile de Scholz avait une magnitude de 11,5. Donc ça, c'est mort. On pouvait juste pas la voir, et si à l'époque il y avait 20 minutes, il se serait rendu compte de rien, aux Sciences et Avenir, machin. On ne pouvait juste pas la voir, donc c'est un non-événement, comme d'habitude. Mais je me suis dit que j'allais vous en parler quand même parce que moi je trouve ça cool. Est-ce que vous trouvez ça cool, vous? Donc ça fera une vidéo sur YouTube, ok. Donc on va revenir un petit peu au nuage de Oort, voilà. On va revenir, voilà, envoie-moi la, voilà. On va revenir au nuage de Oort parce que elle est quand même passée pas super loin de ce nuage, cette étoile. Et le nuage de Oort, c'est des objets qui orbitent à grand maximum quelques mètres par seconde autour du Soleil, tellement ils sont lointains. Plus une orbite est lointaine, plus l'objet est lent. Et à cette vitesse-là, quand vous avez une perturbation de votre orbite, eh ben, il ne vous suffit de pas grand-chose en plus pour aller valdinguer dans le vide interstellaire, et il ne vous suffit de pas grand-chose en moins pour que votre orbite soit perturbée suffisamment pour que vous tombiez dans le système solaire. Et donc, ce qu'on peut lire dans la presse, c'est que l'étoile de Scholz, elle a peut-être perturbé une grande quantité de comètes qui, du coup, peut-être sont entrées dans le système solaire intérieur et ont foutu le bordel. Par exemple, l'extinction des dinosaures, tout ça, il y a 70 000 ans, oui, aucun problème. Sauf qu'en plus, de toute façon, non. Parce que si des objets sur cette orbite-là ont été perturbés, ils n'entreront dans le système solaire intérieur que dans, roulement de tambour, 2 millions d'années. Donc on a le temps. Par contre, on peut quand même parler du grand bombardement tardif. Alors ça ressemblait pas à ça non plus, mais on fait avec ce qu'on a. Le grand bombardement tardif, c'est une période de l'existence du système solaire qui est théorique, on n'est pas sûr que c'est arrivé, mais on a des raisons de le croire quand même. C'est une période de l'existence du système solaire où, malgré le fait qu'il ait été à peu près fini, hein, que les planètes avaient ramassé tout ce qui traînait dans leur sillage, on a eu une période avec énormément d'impacts d'astéroïdes relativement gros sur les planètes du système solaire, et on pense que ça pourrait éventuellement venir de ce genre d'événement, une étoile qui entrerait dans le système solaire, mais ce coup-ci un petit peu plus près, perturbant le nuage de Oort, voire la ceinture de Kuiper ou ce genre de choses. Et les objets qui se trouvent dans ces endroits-là pénétreraient dans le système solaire intérieur et iraient foutre le bordel. Si c'est le cas avec l'étoile de Scholz, bon, je vous donne rendez-vous dans 2 millions d'années pour constater si oui ou non c'est quelque chose qui va arriver. Mais pour le grand bombardement tardif, ce genre d'événement est une hypothèse à envisager, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit que j'allais vous parler de ça aujourd'hui.
outre le fait qu'une deuxième étoile dans le système solaire, même si on la voit pas comme sur Tatooine, moi je trouve ça cool. Je finis cette présentation là-dessus. Et si vous voulez, on peut enchaîner avec quelques questions. Mais avant, je vais encore une fois remercier les Geek Ferries de m'avoir invité cette année, de m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation et surtout de s'être mis en 4 pour qu'on puisse la filmer et la balancer sur Internet. Donc j'espère vraiment que les rushs seront propres et qu'on pourra faire quelque chose de chouette. Donc je vais réclamer des applaudissements, mais ça ne sera pas pour moi, ça sera pour les organisateurs des Geek Ferries. Putain le bordel!